Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce point de marché mensuel. Après l'avertissement bien connu de tous, démarrons tout de suite sur notre gamme de fonds. Donc, tout d'abord, dans notre bloc de gestion fondamentale et discrétionnaire, Finaltis Titan, Finaltis Europe Sélection et Finaltis Digital Leader ont connu un mois d'avril assez compliqué. Vous allez voir que les choses ont bien changé sur la première quinzaine de mai. En revanche, sur le mois d'avril, l'or a continué à performer de manière très dynamique passons tout de suite aux performances les plus récentes. Donc, bien sûr, les valorisations moyennes de nos fonds ont augmenté puisque le PER moyen pondéré de Titan qui vise la classe d'actifs Investment Grade Equity est à 24 fois les résultats, 32 fois pour Europe Sélection et 39 fois pour Digital Leader. Les marchés ont progressé pendant la première quinzaine de mai et nos fonds ont généralement surperformé cette hausse de marché, notamment sur le segment des valeurs les plus résilientes dans lequel investit Finaltis Titan, avec un rebond très marqué, notamment du secteur de l'alimentation et de la boisson. Voilà, donc Finaltis Titan plus 2,4 sur la première quinzaine de mai, ce qui porte la performance à près de 5% sur l'année, quasiment à 5% avec la performance qui semble se dessiner aujourd'hui. Europe Sélection plus 9% sur l'année, Finaltis Digital Leader plus 12%. L'or fait un très bon début de mois de mai, première quinzaine de mai, pour porter la performance de notre fonds de minéraux à 12,5%. Et enfin, notre fonds de gestion quantitative sur les valeurs à faible volatilité progresse de près de 15% sur l'année. Un focus sur Finaltis Titan. Donc, comme je vous l'ai dit, les valeurs les plus résilientes qui étaient un peu en souffrance boursière, pas en souffrance opérationnelle, mais en souffrance boursière depuis le début de l'année, ont très bien progressé sur les 4 dernières semaines, ce qui explique une surperformance marquée qui a continué hier et qui continue aujourd'hui sur Titan par rapport à son univers de comparables. Le fonds surperforme son univers. Le fonds aura bientôt 9 ans et surperforme son univers nettement sur 3 ans, 5 ans, 8 ans et bien sûr 9 ans. Alors, avant de foncer vers Alphabet et L'Oréal, qui sont nos deux convictions du mois, quelques mots sur la réunion de la fin. On n'a pas fait de slide dédié, très peu de macros ce mois-ci, mais sachez quand même que les mauvais chiffres de l'emploi et les bons chiffres d'inflation nous laissent espérer d'avoir une baisse des taux Fed cette année. Ce qui n'était pas joué et ce qui aidera bien sûr beaucoup le segment des equity résilientes sur lequel sont investis la plupart de nos fonds. Donc, je vais passer la parole à Denis pour une introduction sur donc, ces deux investment cases qu'on voulait vous présenter ce mois-ci. Bonjour à tous, merci navré de ces quelques minutes de retard. Il fallait un peu changer par rapport à la routine des mois et on m'a demandé d'être en retard, ce que je fais bien volontiers, tout à fait naturellement. Voilà, donc Alphabet et L'Oréal, aujourd'hui on parlera assez peu, Bruno vient d'en parler, mais c'est probablement le seul point un peu macro, une force très importante qu'on va avoir dans les marchés dans les mois et trimestres qui viennent. Liées aux politiques monétaires. On voulait vous parler essentiellement de deux de nos principales convictions. Ce pas les seules convictions, c'est les principales. Alphabet d'une part, L'Oréal de l'autre. Donc, on est d'un côté de l'Atlantique et de l'autre, et en réalité, on est dans le monde entier, puisque la croissance de ces entreprises se fait dans le monde entier. Ce sont deux animaux très différents. Alphabet, donc, une grande valeur digitale qui est dans le portefeuille Titan. Alors, pourquoi elle est chez Titan? Parce qu'on considère que la valorisation est très attractive. On ne paye pas si cher que ça, on y reviendra. Bruno nous détaillera cette croissance phénoménale d'Alphabet et la qualité très granulaire de leur offre de produits digitaux, on le verra.
Et c'est évidemment une position importante, c'est la quatrième ligne de Finatis Digital Leader. De Finatis Digital Leader. Voilà. L'Oréal, on est sur un animal d'origine française, Cocorico, et qui fait son développement dans le monde entier. C'est le leader des cosmétiques. En tout cas, le nom est très, très familier à nous autres Français. C'est la neuvième ligne de Finaltis Titan, parce qu'on trouve que même si le PER peut sembler un petit peu plus un peu significatif, même si historiquement, par rapport au PER de L'Oréal, il n'est pas si cher, eh bien, on ne paye pas si cher cette magnifique croissance résiliente. On en a dans Finaltis Europe Sélection, donc notre fonds PEable, des leaders de la croissance en Europe, Titan ou pas encore Titan, et potentiellement Titan. C'est la 12e ligne de ce portefeuille. Alors, avant de passer la main complètement à Bruno sur Alphabet, deux mots pour synthétiser. Ces documents qu'on vous présente aujourd'hui sont très denses. On les a pourtant élagués. Ils sont directement tirés de nos investment cases. Nous avons ce qu'on appelle en mauvais français un stock guide sur évidemment toutes les entreprises dans lesquelles nous investissons. Et nous tentons de résumer pour chacune des entreprises la raison pour laquelle on pourrait avoir envie ou pas, d'ailleurs, d'investir, et que ce soit nos titans ou nos grands leaders digitaux ou nos grandes valeurs de la croissance européenne, eh bien, nous, pour chacune d'entre elles, nous bâtissons aussi synthétiquement possible au sein de ce stock guys un investment case. Donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est vraiment la synthèse de la synthèse d'Alphabet. Voilà. Donc, pourquoi on aime Alphabet? Pas seulement parce que c'est 2 trilliards de capitalisation, mais parce que c'est une entreprise qui, alors qu'elle fait cette taille, alors qu'elle a déjà exprimé beaucoup de valeur, a devant elle énormément de potentiel lié à la très grande qualité sur tous ces paramètres. La gouvernance est excellente, enfin, la direction de cette entreprise est excellente, donc c'est maintenant Sundar Pichai depuis plusieurs années qui a pris le relais des fondateurs à la tête d'Alphabet, et on va le voir et on va voir ensemble que Alphabet, ça n'est évidemment pas que Google. Exactement. Au-delà du moteur de recherche qu'on connaît tous et qui continue à drainer énormément de visites, il y a des marques avec une emprise, des parts de marché incroyables. Et la première à laquelle on pense, c'est bien sûr YouTube. Les parts de marché du moteur de recherche dont on annonce chaque année la mort ou le déclin sont de 90%. Donc voilà, il y aura des concurrents, ils sont annoncés. On sait qu'OpenAI et Microsoft sont en train de fabriquer un concurrent. On sait que Bing, le moteur de Microsoft, est déjà alimenté plus ou moins par de l'IA fabriquée par OpenAI. Mais vous voyez l'avance prise sur le search par Google. Et j'espère qu'on vous fera la démonstration convaincante aujourd'hui que Google n'a pas du tout l'intention de se laisser dépasser, ni sur le search, ni sur l'IA. Alors, YouTube, c'est une marque finalement assez jeune, hein, puisqu'il y a 20 ans, en avril 2005, un jeune garçon filme son pote au zoo de San Francisco. Voilà, il regarde les éléphants. Et puis, c'est la première vidéo de YouTube. Depuis, on est sur des volumes absolument incroyables, puisqu'on là, on a affaire au leader du streaming. On a des volumes d'upload chaque mois qui sont absolument délirants, une infrastructure qui est très solide aujourd'hui et bien sûr le numéro 1 du streaming avec plus d'1 milliard d'heures de contenu visionné quotidiennement. Oui, j'ai bien dit par jour, 1 milliard d'heures par jour, c'est absolument vertigineux. On a même des abonnés payants hein, maintenant. C'est vrai que pour tout utilisateur de YouTube, la pub, au bout d'un moment, ça fait mal à la tête. Hein. Donc certains gros utilisateurs se disent que ça vaut le coup de payer un petit quelque chose à la grande maison Alphabet pour se passer de pub. Et puis, on annonçait aussi le déclin de YouTube avec l'arrivée de TikTok. Il ne faut pas imaginer que les équipes de Google ont les deux pieds dans le même sabot. Donc, ils ont sorti un format, un TikTok killer qui s'appelle le Shorts. Donc, ça ne va pas tuer TikTok. En revanche, les résultats qui ont mis du temps à se concrétiser sont aujourd'hui très bons sur ces formats très courts à la TikTok.
Vous verrez que sur L'Oréal, dont on va vous parler dans quelques minutes, on a des marques stars. On en a aussi chez Alphabet et beaucoup, puisque une marque star, c'est une marque qui attire beaucoup d'utilisateurs. On a 6 applications à plus de 2 milliards d'utilisateurs et 9 entre 500 millions et 2 milliards. Donc, je ne vois pas aujourd'hui dans le monde comment échapper à l'une ou plusieurs de ces applications quel que soit l'écosystème dans lequel vous travaillez, qu'il s'agisse d'Apple ou d'Android. On a bien sûr, c'est moins visible pour tout un chacun, hein, tout le travail d'infrastructure fait par Google, appelé plus communément le cloud, avec un grand leader qui est bien sûr Amazon Web Services. Jeff Bezos a lancé le cloud il y a une dizaine d'années et pendant 7 ans a attendu les concurrents qui ont vraiment tardé à venir. Et vous savez que voilà, ça fait la fortune d'Amazon. Donc aujourd'hui, des concurrents, il y en a un. Google Cloud n'est pas la division la plus rentable puisqu'il y a beaucoup d'investissements, mais en revanche, ils ont aujourd'hui des parts de marché très, très significatives. Le cloud est devenu tellement stratégique pour les grandes sociétés, notamment celles que vous voyez en bas, qu'il est impensable pour n'importe quelle société de confier ses données à un seul des grands leaders. Donc, généralement, quand vous êtes client d'Amazon, vous êtes aussi client de Google Cloud et d'Azure. Alors, vous savez peut-être pour les aficionados de Google, de l'écosystème Google, que vous avez des alternatives à Word, à Excel dans Google. Hein, ça s'appelle Google Workspace. Je vous invite à utiliser ces applications qui sont absolument surprenantes et gratuites et qui vous suivent partout dans le monde sur votre téléphone ou sur votre PC et qui aujourd'hui sont rendues intelligentes grâce à Gemini, dont on va parler un peu plus en profondeur. Alors, Gemini, c'est clairement une marque beaucoup moins connue qu'OpenAI et que ChatGPT. Et pourtant, ils sont là, présents dans des couches peut-être plus profondes. Ils s'adressent plutôt à des développeurs professionnels qu'à des utilisateurs voilà, privés pour des usages personnels. Mais Gemini est là. Alors, je vous invite là aussi à taper dans votre barre de recherche sur n'importe quel navigateur Gemini. Vous pourrez voir les incroyables progrès faits par cette plateforme d'IA ces dernières semaines. C'est aujourd'hui le système le plus à jour, puisqu'il y a un lag hein, sur OpenAI. La plupart des IA, Gemini est temps réel, et vous verrez que pour ce qui est du e-commerce et de la monétarisation des IA, c'est un avantage considérable. L'adoption de Gemini s'accélère vraiment très fort. Google a été un peu timoré, donc là aussi, on a annoncé en début d'année, c'est ce qui explique le creux boursier d'Alphabet en début d'année, que la sortie de ChatGPT serait absolument une catastrophe nucléaire pour Google. Il n'en est rien. Ils n'ont pas attendu OpenAI pour fourbir leurs armes sur l'IA. Et ce qui est très intéressant sur le tableau du bas, c'est que vous voyez que sur les usages commerciaux des IA, Gemini progresse et progresse là où ChatGPT baisse, puisque faites le test hein, vous-même, vous donnez le descriptif de la télé que vous avez envie d'acheter, vous demandez un comparatif de prix. Sur ChatGPT, vous aurez des prix anciens et une réponse peu satisfaisante. Sur Gemini, vous aurez vraiment un moteur de recherche de produits et un comparateur de prix très, 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 très efficace. Donc, pour ceux qui se demandaient comment monétariser de l'IA, Gemini nous donne une réponse là très claire. Là, on va passer très vite. Il y a un deal, vous le savez, très important qui va se structurer soit entre Apple et Alphabet sur l'IA,
soit entre Apple et Microsoft, ou plutôt, il faudrait dire entre Apple et OpenAI. Le QI de Siri est dramatiquement bas. Il est stupide, hein, on peut le dire, il ne se vexera pas. Donc, il faut injecter de l'intelligence. Tim Cook le sait, Apple est un peu en retrait là-dessus. Il y a des équipes d'IA, mais le produit n'est pas opérationnel, donc ils s'appuieront sur une des plateformes beaucoup plus abouties. Donc nous, franchement, on est actionnaire de Microsoft, de Alphabet et d'Apple. Donc le deal, quel qu'il soit, on pourra le monétariser dans nos portefeuilles. Voilà, bon, beaucoup de R&D qui catalysent les croissances. Il y a en fait, on oublie souvent de dire que sur ces sociétés-là, vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre, hein. Vous avez une société très rentable, mais qui investit beaucoup sur l'avenir et, comme on va le voir sur la slide suivante, qui ne sacrifie pas du tout le retour à l'actionnaire, puisque nous, en tant qu'actionnaires, on a besoin d'amour de temps en temps et Alphabet nous en a donné beaucoup lors de ces derniers résultats, puisque non seulement le chiffre d'affaires était remarquable, le bénéfice d'exploitation aussi était euh, au-delà des attentes du marché et de nos attentes propres. Et on a eu une très très bonne surprise, à savoir le premier dividende. C'est toujours émouvant, on va dire, une société qui est cotée depuis des années et qui d'un coup dit, bah voilà, je vous donne un petit dividende pour vous remercier de votre fidélité. Et parallèlement à ce dividende, on a des autorisations de rachat d'actions. Donc, pour ceux qui pensent que le dividende ou 90 milliards de rachat d'actions, c'est parce que Google n'a plus d'idées pour innover, bah, c'est complètement faux, hein, selon nous. Et les 14% du chiffre d'affaires investi en R&D, c'est pas vraiment le signe d'une société qui se cherche sur l'innovation. Voilà, donc là, bien sûr, toutes ces slides seront disponibles. Appelez-nous, on peut vous donner des choses encore beaucoup plus granulaires que ce qu'on vous met ici, mais là, on détaille toutes les innovations. C'est très dur de suivre le rythme, hein, c'est quasiment quotidien aujourd'hui, les innovations sur Gemini, mais en tout cas, Gemini se positionne comme l'IA la plus puissante, capable d'avoir un prompt qui est composé de 1 million de jetons. Donc un jeton, c'est quelques caractères. Le mot chat, c'est un jeton dans le monde de l'IA, c'est un token. Et aujourd'hui, l'IA qui est capable d'absorber un prompt avec le maximum de tokens, c'est Gemini. Voilà, on pourrait entrer dans plein de détails, mais nous n'avons pas le temps. Et bien sûr, hier, nous avons eu une présentation magnifique, hein, des équipes d'OpenAI sur le nouveau chat GPT-4 qui est accessible aujourd'hui gratuitement et qui, avec des améliorations qui sont liées notamment à la vidéo, c'est déjà des dispositifs qui sont en magasin chez Gemini, qui sont aujourd'hui payants. Mais voilà, on voit bien que on a affaire à un choc des titans, c'est le cas de le dire, c'est deux titans dans notre univers d'investissement sur le fonds Titan, mais les deux sont tout à fait crédibles et on pense que ça va être une bataille qui va se dérouler pendant des années et qui sera passionnante. Alors, on pourrait se dire qu'avec des qualités fondamentales si fortes, bah, c'est tout simplement impossible d'acheter de l'alphabet. Que nenni, on est sur une société qui a le multiple le plus bas de l'univers des 7 fantastiques, donc ces 7 grandes sociétés digitales qui font la puissance de l'écosystème technologique américain. On est sur une société qui n'est pas, on va pas dire bon marché, hein, 22 fois les résultats, c'est un multiple, mais qui ne veut rien dire en soi. Un multiple ne peut être jugé que par rapport à la croissance embarquée, à la résilience, aux parts de marché. Et de ce point de vue-là, nous, on n'a que des raisons de maintenir nos positions très importantes dans Alphabet, voire de les renforcer toutes les fois où le cours a quelques faiblesses. Voilà, et ce graphe, pour vous rappeler à tous, c'est très important, on le fait souvent, que
le cours de bourse et la cherté de l'entreprise n'a rien à voir. On a un cours de bourse qui monte, qui surperforme de manière très impressionnante le Nasdaq et le S&P 500, et pourtant le prix d'Alphabet ne monte pas, voilà, puisqu'on paye toujours Alphabet sur des multiples autour de 20 fois. Donc c'est pas parce que le cours monte que ça devient plus cher. On n'a pas le temps de vous détailler l'ESG aujourd'hui. On a une équipe dédiée, vous le savez sans doute, chez Finaltis. On a une approche à 360 degrés sur les sociétés qui inclut leurs actions climat, environnement, équité, etc. Les objectifs d'Alphabet sont très, très élevés sur ce plan et on pense qu'ils y arriveront parce qu'ils mettent les moyens, notamment pour atteindre cet objectif incroyable quand on a du cloud qui consomme beaucoup d'électricité, à savoir être en 2030 zéro émission sur l'ensemble des activités de la chaîne de valeur de leur business. Alors après l'Alphabet, L'Oréal. Donc on n'a pas pu résister au plaisir, nous qui sommes sur les Champs-Élysées, de mettre l'Arc de Triomphe avec un des événements que L'Oréal avait fait, avec en arrière-plan ce bel Arc de Triomphe. Donc, L'Oréal Cocorico, entreprise fondée en France, et dont les petites filles sont encore les héritiers. Aujourd'hui, constituant un des plus beaux mono-family office de la place. 250 milliards ou presque d'euros de capitalisation boursière. On est sur des niveaux de PER supérieurs à Alphabet, mais c'est mérité. On est sur une société qui a une continuité absolument remarquable. 6e dirigeant seulement depuis la création de L'Oréal, avec une durée aux manettes de chacun des dirigeants qui dépasse la décennie. Monsieur donc Hieronymus ayant pris la suite de Monsieur Agon, après une personne très connu, qui a dirigé pendant près de 20 ans L'Oréal, après François Dalle. Donc, on est, et qui après lui-même a pris la main des mains du fondateur, la direction des mains du fondateur. Donc, on est sur une entreprise, là aussi, avec une granularité extrêmement intéressante. Donc, commençons par les marques. Exactement. Donc, les marques stars chez Alphabet, vous les connaissez maintenant. Les marques stars chez L'Oréal, c'est-à-dire des marques très bien valorisées, parmi les 10 mieux valorisées au monde, eh bien, il y en a 4 qui viennent de la grande maison L'Oréal. L'Oréal, bien sûr, Lancôme, Garnier et Maybelline. Voilà, on parle de marques dont la valeur est estimée à plus de 4 milliards de dollars. Donc, L'Oréal, c'est une histoire de croissance organique avant tout, mais c'est aussi une croissance quasi-organique. Ce qu'on appelle le quasi-organique chez Finaltis, c'est des petites acquisitions qui ne mettent pas en danger le business model central, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de deal en dizaines de milliards qui se font chez L'Oréal. C'est plutôt des achats de licences et des choses très progressives. Et on est bien sûr avec, comme l'a dit Denis, un actionnariat familial très averse au risque et ça nous va bien. Voilà, donc la magie de L'Oréal, elle est décrite par ces deux petits diagrammes. C'est une capacité à vendre partout dans le monde, quasiment avec la même efficacité qu'on parle de marché en Amérique latine, en Afrique ou en Europe. Et c'est la capacité à vendre des produits grand public, tout comme des produits professionnels, du luxe, de la beauté dermatologique. Et ces produits sont distribués de manière multicanale, avec bien sûr le canal e-commerce, on s'en serait douté, qui croît très très vite, mais aussi les canaux plus traditionnels que sont les pharmacies, la grande distrib, et un canal qui est souvent sous-estimé, qui sont les salons de coiffure, les produits professionnels, qui est une des divisions les plus rentables de L'Oréal. Voilà, alors chez L'Oréal, alors Denis et moi, on n'est pas des grands spécialistes Non. des crèmes de jour, des Non. crèmes de nuit, etc. Mais Ça voilà, se voit. ça se voit malheureusement. Donc, on doit vous le concéder. Nous n'utilisons pas le sérum Yves Saint Laurent à 440 €, la petite dosette. Mais parfois, de la crème solaire Vichy à 15 €. Voilà, voilà, c'est utile. Mais plus sérieusement, on est sur une société qui a cette capacité à adresser, en très mauvais français, tout type de clients et tout type de segment de produits avec la même efficacité.
Et tout ça dans un marché qui est très résilient, hein, puisque au-delà de la magie L'Oréal, il y a une magie du marché de la beauté. Pourquoi? Parce que parfum, maquillage, soins capillaires, soins de la peau sont des marchés qui résistent très bien au ralentissement économique. On se maquille, on prend soin de soi quand l'économie est florissante, et puis quand rien ne va et qu'on est déprimé, ben, on prend soin de soi et on met un peu plus de parfum pour avoir le moral. Donc, ça fonctionne à peu près tout le temps, et L'Oréal est un magnifique absorbeur de cycles économiques, ce qu'on aime beaucoup et ce qui nous est très utile dans la gestion. L'Oréal, bien sûr, fait très attention à ses marges et on se demande comment ils y arrivent alors qu'ils ont déjà des marges très élevées pour l'industrie. Ils arrivent encore à améliorer les marges, ce qui se voit bien sûr très distinctement dans cette capacité, année après année, à faire progresser le bénéfice par action qui, bien sûr, influence tout à fait directement le cours de bourse. Donc, la biotech, c'est la nouvelle tendance. L'Oréal a toujours investi beaucoup en recherche et développement, mais jusqu'à présent, c'était pour trouver de nouveaux principes actifs, de nouvelles molécules. Aujourd'hui, c'est beaucoup dans le digital. Donc, ce serait impossible. Il nous faudrait 2 heures pour vous dire ce que fait L'Oréal dans le biotech. On va prendre des petits exemples rapides. Sur la slide suivante, on peut voir notamment une application assez amusante, un- une association entre Microsoft Teams, qu'on connaît tous, et Maybelline New York, qui réalise le rêve de toutes les femmes, c'est pouvoir sauter en 30 secondes de son lit à sa réunion Teams très importante avec son équipe, son management, et être parfaitement maquillée. Voilà, l'histoire ne dit pas si la trace d'oreiller sur la joue est aussi enlevée par cette application, mais en tout cas, ça fonctionne. Plus sérieusement, on a Kerastase qui est capable avec une caméra, de faire un diagnostic du cuir chevelu et qui va aider les coiffeurs dans le choix des protocoles de soins. La tendance, au travers de toutes les inventions, on peut aller directement à la slide suivante, c'est toujours la beauté en one-to-one. Voilà, c'est ça la grande tendance, c'est-à-dire que chaque peau est différente, chaque femme a des attentes différentes, chaque homme a des attentes différentes, et il veut des soins qui soient le plus proche de ce dont il a besoin. Ça va très loin, hein, puisque Hieronymus, le CEO de L'Oréal, a présenté à Las Vegas une IA, une beauty IA, où vous mettez voilà, l'air un peu flappy devant votre caméra, et L'Oréal vous permet de naviguer dans son énorme gamme de produits pour vous dire ce qui serait le mieux par rapport à ces vilaines cernes que vous avez voilà, après une nuit trop courte. Voilà, ça va très loin. On n'attend pas forcément L'Oréal sur les pommeaux de douche, et pourtant ils sont là. Donc le L'Oréal Water Saver, c'est du fractionnement de flux d'eau pour créer des gouttelettes plus fines qui vont économiser beaucoup d'eau et pourtant avoir la même qualité de rinçage. Donc voilà, L'Oréal aujourd'hui, c'est pas que des principes actifs, voilà, c'est une puissance financière au service de la recherche et développement dans plein de domaines différents. En ESG, là aussi, on est sur les meilleures pratiques du marché, hein, voilà, dans tous les domaines. Donc, le rapport environnemental et sociétal de L'Oréal est très épais, très intéressant. On va prendre un seul exemple, hein, le bien-être animal, sur lequel L'Oréal a pris des initiatives assez drastiques il y a maintenant plus de 30 ans. Voilà, donc on va dire que c'est une société qui crée des tendances dans le capitalisme responsable, et ça nous va très très bien en tant qu'investisseur. Alors, la valorisation, donc Denis en parlait, L'Oréal c'est un peu plus cher, hein, que Alphabet, mais on est sur des marchés très très résilients, des concurrents qui sont loin derrière, avec des qualités aussi, mais très 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 loin derrière. Et là aussi, on est sur un titre qui monte, qui surperforme massivement.
CAC 40, Eurostock 50, dividendes réinvestis bien sûr, et pourtant une valorisation qui est toujours entre 30 et 35 fois. Bon, après l'épisode Covid qui était un peu particulier, puisque là, c'était une baisse de chiffre d'affaires. Donc, un dénominateur qui baissait et qui a emmené L'Oréal sur des multiples très élevés. Mais au moment où on se parle, et par rapport aux derniers résultats qui étaient superbes annoncés par L'Oréal, nous, on n'a aucun souci à acheter du L'Oréal 30 fois ou plus de 30 fois les résultats. Alors, après ces deux convictions principales, évoquons trois fonds qui, dans la gestion de Finaltis, sont centraux et dans la gestion patrimoniale en action sont centraux. En commençant bien sûr par Titan, le seul fonds flexible de notre gamme est SFDR8, comme tous nos fonds, tous les fonds dont on va parler ensemble aujourd'hui, y compris le fonds sur les minières aurifères. Plus 4,7% depuis le début de l'année, arrêté hier, un PER moyen pondéré de 24 fois, alors qu'on parle d'entreprises de belle croissance. Comme toujours chez Finaltis, on est actif sur les portefeuilles, on l'est particulièrement dans Titan, puisqu'on a une attention très soutenue dans ces portefeuilles en étant intransigeant bien sûr sur la croissance des entreprises, mais également sur la valorisation de celles-ci et le fait de les payer à un prix qui nous semble raisonnable. Alors, c'est l'exception qui confirme la règle. On est actif peu en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sociétés de très grande qualité, résilientes, qui sont à des multiples très bas, notamment dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de la boisson et dans le domaine de la santé. Donc, on s'est renforcé dans le domaine de la santé sur Johnson & Johnson et on a renforcé LVMH dans un petit creux. On a écrété Nextera, leader des énergies alternatives aux États-Unis, deuxième groupe du monde dans ce secteur derrière Iberdrola et Berkshire Hathaway qui continue à trôner en première place du portefeuille qu'on a légèrement écrété pour qu'elle n'aille pas au-delà de 5%. Donc, voilà, comme vous l'avez compris, dans un monde où tout le monde achète des indices sans savoir ce qu'il y a dedans, nous achetons des entreprises en sachant le plus précisément ce qu'il y a à l'intérieur et nous avons des portefeuilles concentrés. Donc, on a des positions, on a des positions encore plus concentrées dans les fonds dont on va vous parler ensuite, mais on exprime une conviction assez forte dans nos top 10 sur Titan et vous voyez que sur chacune de ces sociétés-là, on est sur des pédigrés vraiment superbes et on arriverait, nous, chez Finaltis, à dormir la nuit en étant actionnaire que d'une de ces sociétés. Voilà, bien sûr, la réglementation ne nous le permet pas, donc on est diversifié, mais voilà, chaque titre est choisi sans considération de sa place dans les indices. Et sur le mois et sur les 4 dernières semaines, ça s'est très bien passé sur nos axes de prédilection. C'est pour ça que le taux de rotation, ce qui montre aussi notre conviction sur la manière dont est constitué le portefeuille aujourd'hui, le taux de rotation est faible, anormalement faible, je dirais, par rapport à notre habitude. Alors, l'Europe, un fonds PEable, évidemment SFDR8, qui est toujours fondé sur la recherche de la croissance, de la surcroissance dans certains cas, piloté depuis l'Europe et tourné vers le monde entier. Une performance de plus 9% à mi-mai, depuis le début de l'année, un PER moyen pondéré un peu plus élevé que sur Titan. Pourquoi? Parce que certaines de ces valeurs sont plus chères et que Finaltis Europe Sélection se concentre véritablement sur la recherche de la croissance et de la très très grande qualité de ces valeurs en relâchant un peu la contrainte de valorisation. Donc, on ne va pas détailler toutes les positions, hein. On s'est renforcé sur des titres qui sont un peu en souffrance. Alors, pas L'Oréal, mais Accenture, qui est une situation très, très intéressante que je vous invite à regarder, sachant que nous nous exprimons uniquement à plusieurs mois et surtout pas, on n'a pas de vue à la semaine. Et ce que vous voyez sur la droite de l'écran, ce sont pour l'essentiel des écrétages, c'est des titres sur lesquels on a toujours un très très fort niveau de conviction, mais certains, là pour le coup en valorisation, comme le disait Denis, on prend un certain recul par rapport aux contraintes de valorisation parce qu'on pense que ce qui est beau est cher, mais le parcours de Spotify a été tellement époustouflant et la valorisation est quand même très très exigeante qu'on en a écrété un peu.
Voilà, donc sur le mois, on a eu des très très belles contributions de Alcon notamment, donc le géant de la lentille de contact, un business absolument fantastique. Ça a été moins bon sur les implants dentaires avec Straumann, où la croissance aux États-Unis a un peu déçu, mais là aussi on est sur des tendances très lourdes, qui est très 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 rassurante pour les investisseurs de long terme que nous sommes. Et ce qui illustre le fait qu'on n'est pas à cheval sur les valorisations, c'est que Ferrari est dans le top 10. Ferrari, c'est 55 fois les résultats. C'est pour ça que vous lisez peut-être, si vous vous intéressez au titre en direct, des choses très négatives dites sur Ferrari. Alors, c'est dur d'être négatif sur les belles voitures rouges, hein, mais négatif sur la valorisation. Ayez en tête quand même que Ferrari n'est pas une entreprise comme les autres. Elle produit 14 000 voitures par an. Il faut 10 heures à Toyota pour produire 14 000 voitures. Elle a produit depuis sa création, la manufacture Ferrari, qui a démarré son activité en 39, a produit moins de voitures qu'il n'en faut à Porsche en un an. Donc, on est vraiment sur la gestion de la rareté. Et puis, une relation avec les clients. Alors, on connaît d'autres relations fortes, hein, je veux dire, le ketchup, il faut que ça soit du Heinz. Les clients d'Apple ne se laissent pas faire et voudraient pour rien au monde passer sur Samsung. Et chez Ferrari, on a la même chose, sauf qu'on ne parle pas de ketchup ou de téléphone, même à 1000 $. On parle de voitures parfois très très chères. Et le meilleur exemple, c'est la SP3 Daytona, 2 millions de dollars, 840 chevaux, V12, magnifique. Sauf que voilà, c'est une voiture comme je vous le disais, à 2 millions de dollars. Voilà, il y a eu la livraison le pilote Ferrari monégasque, Charles Leclerc, s'est fait livrer la sienne à Monaco avec moult journalistes, mais surtout, alors lui, bon, on sait qu'il est bien payé, hein, il a les moyens de se la payer, en l'occurrence, elle est gratuite pour lui, mais il y a eu 699 modèles sortis qui ont été précommandés. Voilà. Donc, nous, on ne connaît pas d'autres sociétés dans le monde qui est capable de vendre un produit à 2 millions de dollars sans que le client l'ait vu et de prévendre ce produit. Voilà, donc c'est 699 fois 2 millions de dollars. On parle au-delà d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Voilà, ce sont des très, très gros chiffres. Et ce qui explique que Ferrari, comme Hermès, hein, voilà, il y a deux valeurs au-delà de 50 fois les résultats en Europe, de grosses valeurs au-delà de 50 fois, et dans les deux cas, c'est beau et c'est cher. Alors, élargissons au monde, toujours des leaders, bien sûr. Ils peuvent être un peu partout, essentiellement des États-Unis, car l'Internet est essentiellement américain et la digitalisation de l'économie est largement pilotée depuis les États-Unis. SFDR8, une performance depuis le début de l'année de 12% et un peu moyen pondéré qui, puisqu'on parle de valeurs qui délivrent de la surcroissance, est plus élevé encore, 39 fois en moyenne à mi-mai. Un fonds donc, qui exploite tout ce potentiel de la digitalisation en restant investi sur des valeurs rentables. C'est très important. Exactement. Et même Intel, qui est une société qui est un peu dans la tourmente, qui a tardé à avoir le tournant sur le GPU, mais Intel a une caractéristique très différente de Nvidia, de AMD, d'autres grands leaders des semis, c'est que Intel est aussi une fonderie et ils savent fabriquer des microprocesseurs. Et vous savez l'intérêt stratégique qu'il y a pour les États-Unis de ne pas être trop dépendant de TSMC. Donc, on pense qu'il y a un boulevard qui s'ouvre devant Intel et des investissements qui sont très lourds en ce moment, aidés par le gouvernement américain, et que Intel pourrait, après des années de souffrance, sortir vers le haut. Donc, c'est notre pari contrariant, on va dire, dans Digital Leader. Du côté droit de votre écran, vous avez des écrétages, mais qui sont plus de la gestion au quotidien du portefeuille et qui ne reflètent pas une conviction amoindrie sur chacun de ces titres. On a parlé, pardon,
Voilà, donc on a un portefeuille qui est très, très concentré, voilà, sur nos plus fortes convictions. 100% des titres du portefeuille de Milady sont des titres rentables. Donc il y a de la volatilité. Quand on paye 39 fois les résultats, c'est un fonds qui bouge, qui annualise des très, très gros chiffres, hein, depuis très longtemps. Donc c'est un fonds très dynamique qui peut bouger beaucoup, mais en termes de sécurité, pour nous, le fait d'investir uniquement sur des valeurs rentables permet d'avoir un plancher, je dirais, assez rassurant par rapport à d'autres styles d'investissement qu'on voit se développer dans le digital, où on dit, bah, si la société fait un tout petit chiffre d'affaires et si elle perd beaucoup d'argent, c'est pas grave parce que dans 5 ans, ça sera réglé. Ça peut être un style brillant, hein. D'ailleurs, certains gérants le mettent en œuvre de manière assez brillante, mais nous, on ne sait pas faire ça. Donc, on achète que des sociétés qui gagnent de l'argent. On a eu quelques satisfactions. On vous en parle parce que c'est assez rare. Tencent et Alibaba, on a des petites positions parce qu'on n'aime pas trop avoir le président Xi sur nos genoux, à nos côtés, voilà, Sur les épaules, sur nos épaules, voilà. C'est pas très confortable, mais la décote d'Alibaba est spectaculaire, la décote de Tencent l'est aussi, donc on garde ça telles des options dans le portefeuille, et là, elles sont gentiment rentrées dans la monnaie, en tout cas sur les 4 dernières semaines. Alors, on vient d'évoquer ensemble les trois fonds qui reflètent notre gestion discrétionnaire en action, tournés vers la croissance résiliente, la croissance rentable, la surcroissance rentable, pardon, dans le cas de Digital Leader. Terminons ensemble les quelques minutes qui nous restent imparties avec un fonds un peu particulier qui se distingue du reste de notre gamme, investissant sur les actions. C'est un fonds très thématique puisqu'il s'agit d'investir sur les minières aurifères dans le monde, de le faire dans un cadre SFDR8 en portant une attention soutenus aux critères extra-financiers, non pas par snobisme, non pas par obligation réglementaire, mais parce que c'est utile. Et en l'occurrence, on est dans un univers très accidentogène, sans mauvais jeu de mots. Les mines, c'est dangereux et c'est également boursièrement dangereux. Ce que nous cherchons à faire dans ce fonds, et en étant à plus 12,5 depuis le début de l'année, à mi-mai, on est parmi les premiers. En tout cas, sur les 5 dernières années, Lipper, pour la deuxième année consécutive, nous a consacré meilleur fonds sur cette catégorie proposée en France. Eh bien, on a un processus très particulier qui combine le meilleur de Finaltis, à la fois en capacité d'analyse financière et extra-financière et en maîtrise des risques. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans ce fonds, dans la gestion et quanta mentale? Nous investissons dans des actions, bien sûr, sur la base de critères absolument drastiques, où nous évitons des leviers trop importants dans les bilans, trop de dettes, et nous avons des exploitations très maîtrisées. Et j'ajouterais, peut-être prioritairement, nous avons des entreprises qui respectent les critères extra-financiers, car c'est une bonne façon d'éliminer, par la détection de signes avant-coureurs extra-financiers, des risques d'accidentalité sur ce type de titre. Donc, si vous regardez les top positions à droite, vous avez en plein milieu de donc en 5e position, Rio Tinto, qui n'est évidemment pas qu'une minière aurifère, elle est surtout connue pour d'autres minerais, d'extraction d'autres minerais, mais son activité aurifère est très importante et c'est un degré de diversification qu'on tolère dans le portefeuille et qu'on accepte, comme on met des minières argentifères à titre de diversification ou des mines de palladium ou de platine. Mais de façon centrale, on parle bien de l'or et de minières aurifères qui sont gérées avec les plus hauts standards de qualité extra-financière. Sans surprise, on est prioritairement au Canada, grand pays d'extraction, puis aux États-Unis, avec des directions anglaises, britanniques et bien entendu l'Australie. Donc, considérons le portefeuille reste volatile, bien entendu, mais on a la possibilité, grâce à cette processus très original qui donne des résultats concrets, en tout cas les chiffres obtenus le montrent dans la durée, on a la possibilité d'avoir le meilleur de l'or, à savoir une protection quand même contre des crises, et puis la capacité de créer du rendement et de la richesse, puisque ce sont des entreprises et des entreprises qui cherchent le profit. Et comme elles sont bien gérées, il ne faut pas que l'or monte beaucoup, et même quand l'or ne monte pas, voire baisse un peu, elles continuent à gagner de l'argent parce qu'elles sont extrêmement bien gérées, tous critères confondus. Voilà ce sur quoi je voulais terminer cette présentation.
Au nom de l'équipe Finaltis, Bruno et moi vous remercions de votre attention. On vous donne rendez-vous à une date qu'on ne connaît pas encore, puisqu'on ne l'a pas fixée, le mois prochain pour notre rendez-vous mensuel. N'hésitez pas à nous contacter, nous adorons échanger. Vos idées nous intéressent énormément et on est toujours prêt à challenger les nôtres. Cette présentation est enregistrée, elle va être diffusée sur le site de Finaltis, sur notre chaîne YouTube et sur notre fil LinkedIn. Merci à tous, à bientôt. À bientôt.